savais que ça te ferait plaisir. Bonsoir à tous et donc bienvenue dans ce Punchline 20h, 21h pendant tout le mondial. Au menu ce soir, le scandale des enfants de clandestins séparés de leurs parents aux États-Unis à la frontière avec le Mexique. Inhumanité ou tolérance zéro, on en débat ce soir. On parlera aussi de la CGT qui s'arc-boute sur la grève à la SNCF et qui va évidemment nous dire dans quelques instants si le mouvement ira jusqu'au mois de juillet, c'est ce que l'on verra. Enfin les 80 km/h, la mesure qui hérisse les Français. Une trentaine de députés tentent un dernier recours devant le Conseil d'État avec très peu de chances d'aboutir bien sûr à J-15 avant l'application de la mesure au 1er juillet sur toutes les routes. Pour cette actualité et pour toute l'actualité, on est ce soir avec Julien Aubert, secrétaire général adjoint de Les Républicains, député du Vaucluse. Bonsoir. Bonsoir. André Berkoff, journaliste écrivain. Bonsoir. Bonsoir. Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et Laetitia Crépin, Bonsoir. spécialiste communication politique. On parlera tout à l'heure des 80 km/h avec un avocat spécialisé dans tout cela. Mais d'abord, c'est l'image la plus terrible de la journée. Elle nous vient des États-Unis où, je vous le disais, des enfants de migrants mexicains, pour la plupart, sont séparés de leurs parents aux frontières mexicaines. 2000 enfants clandestins ont ainsi été séparés en moins de 6 semaines de leurs parents. Regardez cette séquence. No llores. Vas a llegar con... Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. ¿Cierto, Consu? ¿Qué va a pasar con su consulado hoy? Con mi tía por lo menos para que después llegue ¿Me puedes abrir ahí me cerró la puerta esa? que me venga a traer mi tía para llevar. Voilà, donc chaque jour, 45 enfants sont envoyés dans des centres de rétention ou placés en famille d'accueil. Tout cela parce que Donald Trump a décidé qu'il y aurait une tolérance zéro. On va l'écouter dans un instant. Et il pénalise en fait le franchissement de la frontière et les parents partent en prison et donc ils ne peuvent pas emmener leurs enfants. Ça vous fait réagir, Adrien Quatennens, évidemment? Clairement, c'est une souffrance terrible que de voir cette séquence, ces images. Ça montre véritablement que se pose la question de notre humanité, en fait, dans tout cela. Comme on a des tensions géopolitiques, des pays qui se mènent une guerre commerciale et que c'est ça qui compte plus que tout, notre capacité à avoir des réponses humaines et dignes est entièrement posée. Et de ce point de vue, le comportement de Donald Trump est absolument intolérable de mon point de vue. Effectivement, il va y avoir des migrations forcées, il y en a déjà beaucoup, et il y en avoir encore plus. On connaît les causes des migrations. Et d'ailleurs, dans le débat sur les questions migratoires, on parle rarement, malheureusement, des causes. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse deux choses. Traiter les causes, mais une fois qu'on a fait ce qu'on pouvait pour traiter les causes, on doit se comporter en être humain. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Une question d'humanité, André Berkoff. On ne peut pas réduire ça à question d'humanité. C'est très difficile. Évidemment, quand vous montrez ce spectacle, qui ne va pas réagir? C'est atroce. Enfin, simplement, il faut savoir, non pas raison garder, mais voir le problème dans son ensemble. Il y a un problème de migration énorme, très fort, et qui n'est plus une migration donc, par petits paquets. Justifie ça? C'est une migration... Rien ne justifie ça. Le problème, c'est qu'il faut dire, c'est que quand les enfants arrivent, les parents arrivent, et vous savez, il y a une question de loi. Je veux dire, si les enfants arrivent, c'est pas séparer les enfants des parents. C'est que quand les parents arrivent et que les enfants sont là, les parents doivent les rejoindre. Le problème, c'est comment vous arrêtez cette immigration. Regardez aujourd'hui, Stephen Smith, je parle du journaliste écrivain Stephen Smith, qui est le plus grand spécialiste de l'Afrique, qui ne peut pas être soupçonné ni de gauchisme, ni surtout de réactionnarisme. Il dit qu'il y a 50 millions d'Africains qui vont arriver en Europe. Très bien, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème. C'est qu'on ne peut pas poser uniquement le problème en question de ce qu'on voit là et qui est terrible. On commence par ça et évidemment, on réfléchit à ce au qu'on problème fait. général. Julien Aubert, ça vous fait réagir évidemment. Tolérance zéro, c'est quelque chose que nous, Européens, on peut entendre, et de plus en plus d'ailleurs. La frontière, c'est toujours quelque chose qui en soi est un égoïsme. Quand vous mettez une frontière entre deux êtres humains, vous dites en réalité que vous préférez la solidarité entre citoyens d'une même communauté et vous préférez, je dirais, cette solidarité à la solidarité de l'humanité. Donc vous arrivez sur des sujets effectivement comme celui-ci, avec derrière des problèmes juridiques. C'est que auparavant, lorsque un adulte était trouvé avec un mineur, il était relâché du temps d'Obama et on attendait la décision du juge pour voir s'il y avait une hypothétique expulsion. D'où la décision de Donald Trump de séparer. Donc ça produit évidemment des images qui ne peuvent qu'émouvoir, parce qu'en réalité, personne n'a envie de séparer des enfants de parents. Mais vous avez ce problème juridique, et effectivement,
le problème tout simplement de l'intensification, puisque tout le monde est conscient que face à ces vagues de migration, à un moment donné, il faut établir une frontière. Et donc, vous aurez rétablir des frontières. Et vous verrez d'ailleurs que ça n'est que le bout de l'iceberg. Et qu'effectivement, le problème va s'intensifier. Et que nous serons confrontés à des dilemmes moraux qui, évidemment, nous renverront à nos valeurs. Et à ce que nous espérons. On l'a vécu avec l'Aquarius. Laetitia, juste sur ces images, encore une fois, qui font le tour du monde, qui ont été tournées aux États-Unis par des journalistes, qui avaient très peu accès jusqu'à présent à ces centres de rétention. Justement, c'est intéressant vos réactions, parce que là, ce qu'on a écouté, c'est un document audio tourné par un site d'investigation. Donc c'était au départ diffusé sur Internet et tous les médias s'en sont emparés. Pourquoi ? Parce qu'il y a un accès qui est très contrôlé, très verrouillé. Et pour l'instant, les seules images ont été données par des policiers dans ces centres de rétention. Voilà, les journalistes n'ont pas eu accès encore. Donc évidemment, ce sont des images qui sont déjà traumatisantes pour le monde entier. Alors imaginons quand un journaliste va pénétrer dans ces centres avec son œil, peut-être qu'on verra des choses encore plus atroces. Et le Washington Post a sorti un papier passionnant où justement ils expliquent que tout le débat sur l'immigration est façonné autour de ces images qui sont, encore une fois, traumatisantes pour l'opinion publique américaine et, partant, pour le monde. Voilà. On va écouter Donald Trump. Il s'est exprimé il y a quelques instants sur cette question et il assume cette politique. Écoutez. On veut résoudre ce problème. Je ne veux pas que les enfants soient séparés de leurs parents. Mais lorsque vous inculpez des parents pour entrer illégal dans le pays, ce qui doit être fait, vous devez séparer les enfants. Voilà, donc c'est le paradoxe. Il ne veut pas, mais en même temps, il le fait. C'est incompréhensible. Non, mais c'est juridique. Le problème qu'il y a aujourd'hui et qui est vraiment posé, on voit très bien ce qui se passe en Europe. Je ne veux pas du tout quitter l'Amérique. Un peu quand même. Non, mais je veux dire, le problème des migrants devient le problème intéressant. Pas clivant. Regardez ce qui se passe avec Angela Merkel. Angela Merkel, on lui a... on va y venir dans un instant. Non, mais je veux dire, parce qu'on va parler d'Emmanuel Macron et de Merkel. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que si vous voulez aujourd'hui... Mais attendez, il y a des dizaines de millions de gens qui veulent aller où ? Aux États-Unis ou en Europe. Alors, on ne peut pas le leur reprocher. En même temps... Dans une même phrase, dire tout et son contraire. Là, il dit tout et son contraire dans la même phrase. En même temps, c'est un thème d'action. C'est un peu le drame d'Aylan Kurdi. Pour rappeler ce petit enfant mort dans... Aylan. Ouais. Et où, effectivement, ça avait symbolisé, si vous voulez... Mort sur la plage, effectivement. Et malheureusement, une politique migratoire, ça n'est pas une politique qui peut se bâtir uniquement sur de l'émotionnel, puisqu'à un moment donné, vous devez prendre des décisions et les assumer. Donc là, ce qui choque, si vous voulez, c'est le décalage entre le discours d'un Donald Trump qui ne laisse pas du tout de place à l'émotion, même à guise de concession. Mais je crois véritablement que le sujet est très compliqué et que malheureusement, ce qui arrive aux États-Unis nous arrivera très prochainement. Adrien Quatennens. Et c'est déjà ça. Moi, je considère que la question migratoire n'est pas traitée de façon sérieuse et rationnelle. Parce que, d'abord, les déplacements de population, c'est aussi vieux que l'humanité. Donc je considère que traiter ça comme une problématique en soi et s'en offusquer, déjà nous éloigne d'un traitement rationnel du problème. On parle de vagues migratoires. Aujourd'hui, la réalité, c'est que compte tenu de l'accroissement démographique, la proportion des populations qui se déplacent reste à peu près significativement la même. C'est autour de 3%. Mais quand je vois aujourd'hui, avec les déplacements de population que nous avons, les dirigeants politiques se comporter comme ils se comportent, je me dis que ça va être le chaos dans quelques années. Parce que si vous regardez, parmi les causes des migrations, on le sait, il y a les conflits, j'en ai parlé, il y a la question des accords commerciaux inégaux dont on pourrait parler, parce que bien souvent, certains défendent des politiques économiques qui, de fait, créent des phénomènes migratoires. Et il y a la question climatique. Et sur ce point, je vais être très clair, c'est que les experts du GIEC nous disent que d'ici à 2050, alors qu'aujourd'hui, c'est à peu près par an 67 millions de personnes qui sont forcées à la migration. Il faut sans cesse le rappeler, l'immigration, c'est une souffrance. Enfin, c'est une personne sur 100. Donc, ici, terminé pour le chiffre. Voilà. Ça évacue le problème, ça. D'ici 2050. Non, j'évacue pas le problème. Justement, je propose de le traiter rationnellement. Parce que vous dites qu'il faut traiter le problème, mais je vous ai entendu absolument proposer aucune solution. Moi, j'en ai. D'ici à 2050, ça va être jusqu'à 200 millions de personnes qui vont être poussées, forcées à migrer. Comment on fait ? Est-ce qu'on passe notre temps, comme on l'a fait lors de la loi Asile-Immigration, à réfléchir à comment on peut éloigner plus vite, comment on peut faire en sorte que les gens n'arrivent pas, à se renvoyer dans l'incapacité complète de se coordonner au niveau européen des bateaux comme on l'a vu avec le scandale de l'Aquarius. Ou est-ce qu'on se donne les moyens de le faire objectivement ? Moi j'ai des propositions à formuler, ça doit se régler. Le réfugié climatique, ça doit se régler au niveau international. Je pense qu'il faudra un organisme international sur l'immigration. Avant de parler de réfugiés climatiques, d'abord, on n'a pas eu le temps de parler des propositions. Vous dites qu'il n'y a aucune proposition. Le problème, il est quand même
très très clair et très très simple. Vous avez aujourd'hui, compte tenu de la situation en Afrique et ailleurs, ce n'est plus une migration seulement de guerre. Le droit d'asile, je n'ai pas parlé que de la guerre, cher monsieur. J'ai parlé de la guerre, j'ai parlé des causes climatiques et j'ai parlé des accords commerciaux inégaux. Mais vous voyez une quatrième cause, vous ne parlez pas de la migration économique, qui est les 3/4 des migrants sont des migrants. Bien sûr. Eh bien, quand vous dites qu'il n'y a rien à faire, mais s'il y avait encore une Europe, s'il y avait une véritable Union européenne, une politique européenne commune, il y aurait effectivement des accords. Il n'y a pas. Mais alors justement, on va y venir. C'est un point d'accord entre nous. Moi, je considère que, par exemple, face à la crise des migrations syriennes que nous avons eues, on a eu à traiter les 160 000 là, qui sont arrivés, qui ont fui la guerre, il faut le redire. On a vu l'incapacité complète de l'Union européenne à se coordonner. C'est un vrai problème. Mais attendez, la politique, elle doit d'abord être faite au niveau de notre pays. Alors, moi, j'aime pas le mélange, parce que d'abord, le réfugié climatique, la difficulté, c'est qu'il se réfugie, si vous voulez, dans un pays qui n'est pas responsable, je dirais, du réchauffement climatique. Par définition, et comment vous pouvez dire ça celui qui fuit le Bangladesh, il va pas aller aux États-Unis, qui pourtant est le pays qui émet du carbone. C'est-à-dire que vous avez un problème d'adéquation entre les responsables et les victimes. Deuxièmement, vous avez l'immigration économique et dans les facteurs de l'immigration économique, vous avez aussi le fait que désormais, avec les moyens modernes, on est tout à fait capable de voir quel est le mode de vie et quelles sont les chances qu'offre aujourd'hui l'Occident à celui qui arrive à le rejoindre. Je crois pas, si vous voulez. Le benchmarking de Colomb, c'est ça? Non, mais moi, je n'utilise pas le mot de benchmarking, c'est pour ça en anglais. Et puis ensuite, si vous voulez, je crois que personne ne fuit son pays parce qu'il y a un traité inégal. En revanche, je crois que les conditions dans lesquelles vous évoluez et de voir avec Internet ou la télévision que de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de l'Atlantique, on peut mieux vivre, alors effectivement, ça vous encourage à fuir. Et donc après, vous avez quand même une massification, c'est-à-dire que cette année, vous avez cité le chiffre de 67 millions, c'est un humain sur 110, c'est énorme. Il y a encore quelques années... Sans commune mesure avec ce qui va nous arriver. Comment on fait, M. Aubert ? Et après, sur le réchauffement climatique, attention, parce que on cite souvent les conclusions... Vous trier entre les différentes mesures. On cite souvent les chiffres du GIEC. On cite souvent les chiffres du GIEC, mais on se réfère souvent au résumé du GIEC. Allez voir le rapport et vous verrez que les hypothèses sont beaucoup plus larges que ce qu'on dit et que des fois, on caricature les chiffres. On va avancer un peu et je vous passe la parole juste après, André Berkoff, parce qu'on va justement écouter Emmanuel Macron sur cette question des migrants. Vous savez qu'il était aujourd'hui en Allemagne, il rencontrait Angela Merkel, qui est elle-même en difficulté sur la question migratoire, mise en difficulté par son propre ministre. Emmanuel Macron appelle à une réponse européenne face aux défis migratoires. On l'écoute. Un peu pieux. Les solutions faciles, les déclarations d'estrade ne sont jamais bonnes conseillères. Et en la matière, comme dans beaucoup d'autres choses, on doit être à la fois humain et efficace. Et certains ne voient les problèmes humanitaires que par un tout petit bout de la lorgnette ou qu'à un moment donné. Mais il faut voir la totalité de ce problème humanitaire. C'est celui auquel nous nous attelons depuis maintenant plusieurs mois avec beaucoup de force. Voilà, donc une réponse européenne. Non, mais attendez, c'est du... Le problème, c'est que justement, Emmanuel Macron, pour l'instant, n'a jamais fait preuve d'humanité. Il a toujours été pris en défaut d'humanité. Voilà ce qu'on lui reproche. Quels sont les faits, si on... Non mais réfléchissons ensemble, qui montrent que là, il va accueillir la moitié des... Il y a quand même une partie, je suis très étonné, y compris du député de gauche, et sincère que vous êtes, de ne pas voir qu'il y a quand même l'autre facette dont personne ne parle. Il y a quand même une volonté du capitalisme mondialisé de faire bouger absolument toute la planète. Non mais il faut en parler, c'est trop facile ça. L'histoire quand même des bateaux qui vont pratiquement au large des côtes libyennes chercher les migrants, c'est vrai. On a regardé, vous pouvez regarder des cartes, il se passe quand même quelque chose où il y a, je ne dis pas une collusion, je ne dis pas une connivence entre ONG et la mafia des passeurs, parce que la mafia des passeurs, ce sont des milliards de dollars, il faut quand même le répéter. Alors c'est très joli de parler de ça, nous on regarde ça et on a la larme à l'œil. Est-ce qu'on peut passer derrière à essayer de trouver des solutions? Est-ce qu'on peut parler d'Emmanuel Macron? Mais Adrien Quatennens, quand vous aurez un capitalisme mondialisé qui préférera de très loin ce trafic, même difficile, à vos solutions, et ben voilà. Commençons à combattre ça. Par exemple, sur la question européenne, il y a quand même des solutions qu'on pourrait prendre. Moi, j'aimerais qu'on vienne à la solution européenne appelée de ses voeux par Emmanuel Macron. Adrien Quatennens a la solution, il va nous la donner. Parlons concrètement. Par exemple, le dublinage, ça pose un vrai problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on enregistre les migrants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, quand quelqu'un arrive, on demande à ce que les démarches administratives soient réalisées dans le pays où le premier contrôle s'est effectué ou dans le pays qui a été la porte d'entrée. Vous proposez quoi? Ça pose un problème parce que, clairement, remettre en cause cette directive parce qu'elle rend, pour le coup, compte tenu de ce que sont les portes d'entrée, je pense par exemple à l'Italie, elle rend l'Europe incapable de se répartir
la tâche qu'il y a à se répartir. Ensuite, il y a autre chose. Monsieur Non, Macron attendez, était... excusez-moi. Non, mais Le Monsieur Macron- dublinage, Monsieur comment Macron voulez-vous le était- faire? Monsieur Macron... Faut la non, il pardon. faut le remettre en cause. Il faut l'unanimité pour avoir le Il faut dublinage. commencer par le souhaiter politiquement. Mais toujours c'est le pas cas. ce qui est souhaité du tout. Et ensuite, autre chose également, parce que M. Macron s'était engagé là-dessus. Je me souviens que juste avant le vote du Brexit, vous vous en souvenez peut-être, c'est Emmanuel Macron qui avait dit si il y a le vote du Brexit, alors il faudra remettre en cause les accords du Touquet. Que fait-on depuis ? Le Pas-de-Calais n'a pas à être le garde-frontière du Royaume-Uni. Donc il faudrait pouvoir en rediscuter. Parce que c'est une souffrance à la fois pour les personnes qui sont là et c'est une souffrance également pour les habitants. Donc il y a des choses à faire. Et après, je veux dire, l'Europe, globalement, l'Union européenne, c'est toujours correctement se coordonner quand il s'agit de défendre le libre marché, la libre concurrence. Là, ça va, pas de problème. Quand il s'agit de faire traduire des directives partout sur l'économie et la compétition et le libre marché, il y a toujours une réponse. Par contre, quand il s'agit de s'accorder pour traiter rationnellement un problème que de toutes les façons, et quels que soient nos désaccords politiques, je veux dire, s'il y a des vagues migratoires telles que celle-là, on va devoir les traiter. Moi, je crois que... Julien Aubert, sur cette réponse premièrement, européenne appelée par d'abord, Emmanuel Macron. la réponse d'Emmanuel Macron est exactement l'illustration de ce qu'il critique. On sait que Jupiter est une grosse planète gazeuse, mais là, ce qu'il nous a fait, si vous voulez, c'est du gaz. C'est-à-dire, il nous dit, il faut, on doit, pas des propos d'estrade. Il fait des propos d'estrade. Il n'y a aucune solution dans ce qu'il propose. À part dire l'Europe, en se tenant sur son siège comme un cabri. Mais l'Europe est aux abonnés absents. Moi, je suis, si vous voulez, déjà débruxellisé la manière dont on regarde les sujets européens. Je crois beaucoup plus à une coopération d'États type France, Allemagne, Italie, en disant, voilà, mettons-nous d'accord entre nous, vous oubliez Dublin, vous trouvez des solutions concrètes. Et deuxièmement, vous voyez bien que la tarte à la crème du raisonnement, c'est de dire il faut augmenter les moyens de Frontex. Alors c'est vrai que la Commission européenne, dans le cadre du nouveau budget, veut multiplier, je crois, par 3 le budget de Frontex, mais on ne peut pas nier le fait qu'il faut absolument, dans le cadre de la pression migratoire, rétablir des contrôles aux frontières et à un moment donné, s'en prendre aux acteurs qui sont les premiers, ce sont des esclavagistes. Et nous sommes beaucoup trop tendres. C'est-à-dire que ces passeurs, je ne sais pas exactement les mesures qu'on leur applique, mais ces gens-là devraient être jugés dans des pays qui n'ont pas forcément la Cour européenne des droits de l'homme, de telle manière à ce que ça ne recommence plus. Parce que si nous n'arrêtons pas ces gens-là, si nous ne les mettons pas hors de nuire... On n'y arrive pas, ça, vous le savez très bien. Attendez, mais on n'y arrive pas. Mais où est l'autorité de l'État? Où sont les bateaux? Attendez, on a une marine. Si vous on est capable de les arrêter, ces navires. Mais on ne veut pas les arrêter. Eh bien voilà, on ne veut pas. Mais à un moment donné, il faut assumer la fonction de l'État. Qu'il faut faire d'abord. Pourquoi on ne veut pas les arrêter? Il faut faire le Brexit parce qu'il n'y a pas la volonté politique. Parce qu'il y a Salvini qui veut lui arrêter pour des raisons qu'il ne veut pas. Tandis que Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez, l'histoire de Macron était extraordinaire. Sur l'Aquarius. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais Macron ne parle pas, qu'est-ce que ça veut dire? Il passe près des frontières françaises et c'est un scandale. Ils arrivent à Valence et qu'est-ce qu'on constate? Que l'OFPRA, il a envoyé l'OFPRA et l'OFPRA va récupérer la moitié des migrants de l'Aquarius. Il avait dit avant qu'ils arrivent. Pas la moitié, il y en a la moitié qu'on demandait, on verra. Ils vont venir. Parce que honnêtement, ils vont en Angleterre pour travailler et en France pour les aides sociales. Voilà, il faut avoir visité un camp de migrants. Moi, j'en ai visité un dans ma circonscription. Ils ne voulaient pas être là. Et les gens me disaient, pour nous, c'est la mort de rester en France. Nous voulons aller en Grande-Bretagne. Oui, mais le problème en Europe, c'est qu'il n'y a pas de consensus. Comment vous obtenez le consensus sur la question de la... il faut faire le Brexit. Il faut sortir de Bruxelles. Voilà. Brexit, l'Europe des nations et pas cette... Alors, on va justement écouter Sébastien Chenu du Front National. Il dit à peu près la même chose. Écoutez. La réponse, elle ne peut pas être européenne. D'abord, elle ne peut pas être européenne parce que les réponses de l'Europe sont un échec permanent. Si on continue avec quelque chose qui ne fonctionne pas, eh bien, on ne résoudra jamais le problème. Rassemblement national et pas... Moi, si vous voulez, je pense qu'il faut arrêter de réfléchir systématiquement à l'échelon européen. Si l'échelon européen fonctionne, alors oui, mais la priorité d'un président de la République française, c'est de protéger les intérêts de la nation française. Alors je sais que certains trouvent que c'est vieux jeu, mais nous sommes un pays, nous avons des frontières, nous avons une armée, nous avons une police, et donc nous prenons... Mais justement, une frontière, ça se rétablit, et nous prenons les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Voilà. Et là, vous pouvez commencer à parler. La direction que prend la politique. C'est exactement l'inverse de ce que propose Macron. Voilà, c'est pour ça que je oui, mais moi, je suis, si vous voulez, je suis radicalement anti-Macron sur ça. Moi, j'ai pas de souci avec la notion de frontière. C'est la France insoumise qui propose, par exemple, l'instauration d'un protectionnisme solidaire en matière économique. Donc moi, j'ai pas de souci avec les concepts que vous venez de développer. Par contre, sur la question migratoire, je juge que la politique n'est pas rationnelle, parce que je vous le dis. D'abord, on peut peut-être trouver ce point d'accord, qui est de dire que sur la loi asile, sur la loi asile-immigration,
c'est vrai que moi, ce qui me perturbe, c'est qu'on passe beaucoup de temps à discuter de toutes les conséquences sans jamais parler des moyens dont on dispose pour traiter les causes. Et ça se fait pour le coup, à mon avis, pas au niveau national. L'aide publique au développement. Enfin, je veux dire, il y a quand même un sujet. Non, mais... Quelles sont les proportions? Moi, je considère, et là pour le coup, ça va être un point de désaccord entre nous, je considère notamment qu'en Europe, la France ne fait pas sa part. Voilà. Oui, mais attendez, on a bruxellisé aussi une partie de notre APD. Et donc, je veux dire avec aujourd'hui... un mot sur les annonces aussi d'Emmanuel Macron et Angela Merkel. Il a quand même annoncé quelque chose. Un budget de la zone euro. C'est la première fois qu'un accord est trouvé entre la France et l'Allemagne. Convergence fiscale aussi concernant l'impôt sur les sociétés, taxation des GAFA. Alors bonne ou mauvaise mesure? On avance, la France et l'Allemagne avancent ensemble dans la même direction? Ce qui semble s'annoncer sur la question du budget, d'abord, c'est que c'est très peu conséquent. Et puis globalement, moi je me méfie de ce type d'accord parce que souvenez-vous par exemple que sur la question du travail détaché, M. Macron avait aussi sorti les trompettes et les tambours pour dire qu'il avait obtenu un accord formidable et que maintenant c'était à travail égal, salaire égal. La combine, c'est que les cotisations sociales restant payées dans le pays d'origine, le dumping social qu'il prétend combattre va continuer allègrement à fonctionner. Moi, je me méfie particulièrement je voudrais dire simplement, ces annonces-là. Okay. Je voudrais pas être méchant, mais enfin, pour le moment, c'est l'aveugle et la paralytique. Hein. L'aveugle et la paralytique. Je veux dire, là, une femme de La Fontaine. dans 15 jours, il a un ultimatum de 15 jours, la chère Angélique Angela, pour changer sa politique migratoire. Je parle des Allemands. À tort ou à raison, hein, je ne fais pas de jugement moral. Bon, elle est très affaiblie. Donc Macron, aujourd'hui, attendez, où il est? Regardez ce qui se passait en Slovénie, ce qui s'est passé en Italie, ce qui se passe en Europe de l'Est. Il faut quand même regarder, on n'est pas tout seul. On n'est pas de la planète Mars en train de voter. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc, je réponds, l'Europe, aujourd'hui, elle est caduque. En tout cas, l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, l'Union européenne, elle est caduque. Un petit mot là-dessus, Julien Aubert? Oui, je pense que Macron est le seul à croire au fédéralisme européen, que les Allemands n'en veulent pas, qu'un budget de la zone euro, c'est une forme de fédéralisme, mais qui de toute façon sera incapable d'encaisser un choc du type sorti de l'Italie. Donc c'est un sparadrap sur une jambe de bois. Ensuite, vous avez la taxation des GAFA. Le problème, c'est pas de taxer les GAFA. D'abord, on va mettre beaucoup de temps. Le vrai problème, c'est que la France aille voir l'Allemagne en disant « créons l'Amazon européen et concurrençons Amazon parce qu'il y a un pillage de données et nous sommes en train de devenir une colonie numérique. » Ça, c'est une réponse concrète. Dire qu'on va taxer, vous savez bien comment ça va se passer. Ça fait des années qu'on le dit. On va mettre 25 ans et on ne le fera pas. On va passer aux 80 km/h, J-15 avant l'entrée en vigueur de cette mesure. L'UDI relance la bataille avec un recours devant le Conseil d'État. 30 députés vont signer ce recours. On va écouter le patron de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, et la réponse à l'Assemblée d'Édouard Philippe. L'excès de pouvoir, c'est en réalité caractérisé d'abord par le fait que cette mesure, elle est mal fondée. Le moyen employé est un moyen très excessif. Partout la même règle pour finalement quelques zones accidentogènes. Et donc, puisqu'il n'y a pas possibilité pour les députés de lutter contre un décret, puisqu'on ne vote pas les décrets, le seul moyen de les contester, c'est d'aller dans le Conseil d'État. Non, monsieur le député, nous ne changerons pas d'avis. Non, monsieur le député, les mesures qui ont été annoncées seront mises en œuvre. C'est vrai pour la sécurité routière comme dans tous les domaines. J'assume parfaitement l'idée que le gouvernement et l'État, lorsqu'ils s'engagent, tiennent leurs engagements. Je l'assume totalement. Je pense que c'est une bonne mesure. Je pense qu'elle produira des effets. Je pense que dans quelques mois, le produit supplémentaire des amendes, si ces nouvelles dispositions ne sont pas respectées, sera affecté exclusivement, monsieur le député, vous savez que c'est un sujet sérieux, exclusivement aux établissements hospitaliers qui accompagnent ceux qui se reconstruisent sur le long chemin de ceux qui se reconstruisent. Bonsoir, avocat, président de l'Association des avocats en droit routier. Il y a une chance que ça aboutisse, ce recours devant le Conseil d'État? Aucune? À mon avis, non. La réponse sera politique. La réponse sera malheureusement pas juridique sur ce recours-là. Moi, là où je suis choqué, c'est qu'on a un Premier ministre qui nous explique que la mesure va avoir des conséquences. Et les conséquences, ça sera plus d'argent, éventuellement, qui sera mieux redistribué. Non, les conséquences, éventuellement, c'est moins de morts. Il faut nous le dire. Mais il faut nous le dire, pas en nous parlant d'argent. C'est ce qu'il dit. Pas en premier. Il dit les conséquences sera plus d'argent et après d'un certain nombre d'argent qui sera mieux redistribué. Je suis étonné. Alors, c'est un impôt. Dans la communication un impôt gouvernementale, c'est quand même la raison numéro 1 était évidemment la baisse de la mortalité. Le gouvernement s'entête et on verra ce que ça donne. Julien Aubert, qu'est-ce qu'ils en pensent, les Républicains? Premièrement, je ne crois pas au recours pour excès de pouvoir. Juridiquement, ça ne tient pas. Mais Emmanuel Macron, qui adore l'Allemagne, devrait savoir que hors agglomération, la vitesse est à 100 à l'heure et que le nombre de personnes décédées des suites d'accidents de la route est de 64,8 par million d'habitants en Allemagne et de 87,9 en France. Donc, fermez le banc. S'il a vraiment envie de prendre des exemples allemands, eh bien, qu'on commence par celui-ci. Mais si vous connaissez bien l'Allemagne, vous savez qu'avant, on pouvait rouler sans vitesse limitée et qu'aujourd'hui, ils ont vraiment mis des limitations sur quasiment pas sur les autoroutes.
Quasiment. Si, sur les autoroutes, si. Andrea Katnas, la France Insoumise, elle dit quoi sur les 80 km/h? Bon, elle dit que si la mesure permet de diminuer le nombre de morts, c'est ce qu'on nous dit. Bon, ça reste à voir. On parle de 300 à 400 par an qui pourraient être évités. C'est vrai que les derniers chiffres, c'est quand même 3400, je crois, en 2017 de morts sur les routes. Donc, après, je pense que les mesures vraiment efficaces seraient ailleurs. Parce que d'abord, il y a 90%, c'est le comportement humain qui est mis en cause. Mais j'ai quand même noté qu'à peu près 30% des cas, c'est aussi les infrastructures qui sont mises en cause. Et puis après, globalement, je pense que la limitation de la vitesse est plus efficace pour limiter aujourd'hui, par exemple, d'autres effets comme la pollution de l'air, où là, il y a un vrai enjeu, un vrai sujet. D'accord. Et que pour la question de la sécurité routière, il faut avoir une politique globale. Et par exemple, parlons-en, parce que ça va faire une transition, je pense, avec un autre sujet, la question du ferroviaire. C'est-à-dire que, par exemple, on sait une chose toute bête, que la libéralisation du fret a provoqué cet effet que de plus en plus de camions qui étaient censés maintenant fonctionner sur des rails sont reportés sur la route. Plus de camions sur les routes, potentiellement, ça fait plus d'accidents. Tout est lié. André Berkoff, sur ces 80 km/h, encore une fois, le gouvernement ne lâchera pas, hein, c'est très clair. Là, c'est très clair, no comment. Simplement, je voudrais dire une chose. Demain, il va dire 70, après-demain 60, après-demain 50. Et nous allons arrêter. Mais attendez, peut-être pas pourquoi quand même. Attendez, moi André. j'ai une question à poser. Est-ce que vraiment, parce qu'on a eu quelqu'un, un expert, chez vous d'ailleurs ici, disait de 90 à 80, ça baisse de temps. Mais par exemple, dans les chemins vicinaux, dans les campagnes, etc., vous savez qu'ils sont tous vent debout là-bas. J'étais encore à Rieux-la-Pape, Lyon. Il disait, mais ça sert. Il disait, mais qu'est-ce que c'est que ils sont fous de rage. Qu'est-ce que c'est? Encore une fois, adaptons à la réalité de où on vit. C'est sûr qu'il y a mieux à faire en tout cas. Puis, je vais vous dire, c'est un problème de conception de la manière dont on fait les politiques publiques. Parce qu'on a un problème avec quelques chauffards qui vont faire par exemple du 200 à l'heure, on met tout le monde à la même toise à 80. En pensant que le chauffard va dire, comme j'étais à 230 et que c'est limité à 80, maintenant à 80, je vais rouler à 220. La véritable autorité, c'est punir les gens qui violent la loi et arrêter d'embêter les citoyens qui essayent tant bien que mal de se débrouiller entre la hausse du fioul et les nids de poules dans les rues. Il y a une vigilance à avoir aussi sur la question de l'éventuelle externalisation des contrôles routiers, parce que là, pour le coup, il y a un vrai enjeu économique derrière. Ça aussi, il faut... Mais c'est scandaleux d'un point de vue de l'autorité. C'est quand même relativement étonnant, parce qu'il y a une concordance. Juste au moment où on privatise les contrôles routiers avec les radars automatiques, bien évidemment, juste à ce moment-là, bien évidemment, on baisse la vitesse. Je crois qu'il ne faut pas, et c'est ce que monsieur le député disait en filigrane tout à l'heure, ça a fait écho au fond de mon oreille, il faut arrêter d'emmerder les Français. Pompidou, exactement. Ça va pas et je crois qu'il faut que les Français se rendent compte que juste au moment où on va faire tourner les voitures en 3-8 avec les radars automatiques qui vont flasher à tout va, il va y avoir énormément d'annulations des permis de conduire et énormément de personnes qui vont être obligées de le repasser. Non, les gens vont recontinuer à conduire. Ils rouleront sans parce que vous devez, c'est votre truc. Oui, mais c'est une infraction. Mais la vraie solution, ça reste à mon avis de se séparer de ce modèle du tout voiture. Par ailleurs, ça c'est un vrai enjeu. Il va falloir quelques dizaines d'années. C'est quand même scandaleux que l'État délègue. C'est quand même scandaleux que l'État délègue la compétence des radars à une entreprise privée. Alors d'un côté, on dit maintenant ce sont les entreprises qui vont récolter l'impôt sur le revenu, ce sont des entreprises qui vont récolter les amendes des radars. Enfin, on mélange totalement ce qui relève du public. Pourquoi c'est une utopie la société sans voiture? On y arrivera un jour. Régalien, bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Oui, on y arrivera. Le seul problème, c'est que on peut mouliner des bras en disant il faut y arriver. On n'en prend pas le chemin. On ne se donne pas les moyens. Pire, on va dans le sens inverse. Quand on libéralise le fret et qu'on voit les effets que ça produit, on va même dans le mauvais sens, pour tout dire. Et moi, je vous fais une promesse. Dans quelques mois, vous aurez non plus 100 000 annulations du permis de conduire par an. Vous en aurez 200 000, 300 000, 400 000. Et là, ça va poser des problèmes parce qu'une annulation du permis de conduire, c'est quelqu'un qui conduit sans assurance. Et là, quand cette personne a un accident, c'est sa maison et sa vie qui part. Mais là, on parlait de sécurité et de la vie des gens. Mais par ailleurs, vous êtes quand même conscient et d'accord pour dire qu'il y a un enjeu aussi sur la question de la pollution de l'air. Alors moi j'étais encore récemment en préfecture, clairement. On n'est pas en milieu rural. On en parlait, ça va être la pollution de l'air, ça va être l'amiante du 21e siècle. À chaque fois que vous êtes en sous-régime moteur, vous polluez beaucoup plus que si vous êtes justement en régime moteur normal. C'est le propre. Ça dépend de la vitesse. Ça dépend de la boîte de vitesse aussi. Ça dépend de la voiture. Mais il suffit de voir la pollution sur les Laurence, justement, vous parliez des quais. Mais on a un moment chimiquement pur, avec l'admirable Anne Hidalgo et la manière de lutter contre la pollution à Paris. Alors attendez, c'est un miracle.
Elle a arrêté les voitures belges, elle a arrêté tout, et toute la pollution a été remportée en spot. Et là, Air Paris, je le dis, il n'y a pas eu une baisse de 1 millimètre de la pollution à Paris. La pollution de l'air, c'est un problème qui est concentré quand même dans les grandes agglomérations. Le 80 à l'heure. Concentré, mais la pollution. Moi, je vis en monde rural, d'accord ? En monde rural, notre problème, c'est pas la pollution de l'air. Je peux vous assurer qu'on respire très bien dans le Vaucluse. D'ailleurs, j'invite les téléspectateurs. La musée touristique a besoin de vous. On respire très bien. On va en parler dans un instant. On ne connaît pas les frontières, mon cher. Oui, mais justement. La pollution de l'air n'a jamais été un des arguments. Mais ça frappera pas les villes. De toute façon. Il y a pas un moment où le gouvernement a parlé de pollution. Non, mais ça ne frappera pas les villes, cette mesure. Non, on parlait de sécurité, de mortalité sur les routes. C'est complètement ridicule. Cette mesure frappera les campagnes où il n'y a pas de problème de pollution. En tout cas, elle est tellement impopulaire, cette mesure, que le gouvernement a dû quand même mesurer les bénéfices, et ils doivent être énormes pour la faire passer aussi vite et aussi radicalement. Les panneaux, les millions dépensés pour les panneaux. C'est tellement impopulaire. Et toujours pas mis en place, les panneaux. Qu'est-ce qui va se passer? Dans 15 jours, on est là. Dans 15 jours, 1er juillet. On ne verra pas les panneaux. Qu'est-ce qui va se passer? L'automobiliste de bonne foi va se dire, manifestement, il n'y a pas de panneau, donc je suis toujours à 90. Ils vont commencer à être flashés. Ça va faire encore... Et sur les GPS, ils vont nous mettre 80 au lieu de 90 ou pas? Si votre GPS est connecté, immédiatement, il va y avoir la modification. D'accord. S'il n'est pas... donc tout le monde saura. Donc tout le monde saura. Tout le monde saura. Il faut passer à 80. Les gens vont être de bonne foi et au moment où ils vont être arrêtés, ils pourront dire aux gendarmes, écoutez, je suis désolé, moi c'est comme le port salut, c'est marqué 90, me reprochez pas 80. Il n'y a que 40% des routes, donc si vous voulez, il faut bien savoir celles qui ont une glissière, celles qui n'ont pas de glissière. Honnêtement, les gens ont autre chose à faire. Ça interroge un tas de choses, nos modes de vie aussi. Pourquoi les gens sont de plus en plus pressés sur les routes? Il y a les cadences de la vie, il y a tout ça. Je pense que le problème est bien plus global. C'est pas à l'État de réfléchir pour le comportement des gens. Il faut arrêter de prendre les gens pour des enfants. Est-ce qu'il y a un risque de fronde? Est-ce qu'il y a un risque, encore une fois, que les automobilistes mettent cette limitation de côté? Quand j'ai commencé à exercer il y a 17 ans, j'avais quelques contestations d'annulation des permis de conduire. Quelques. C'est-à-dire 5-6 par semaine. Maintenant, j'en traite une quinzaine par jour. Donc, bien évidemment, les gens veulent absolument contester, les gens ne comprennent pas. Les gens vous disent, on m'a annulé mon permis de conduire, alors que j'ai même pas conduit. C'est mon épouse qui a été flashée. Les épouses ou mon fils ou mon cousin, j'étais même pas au courant. On me retire mon permis de conduire indûment. Récupérez-moi mon permis de conduire. Et bien évidemment, la loi est mal faite aussi. Et je crois aussi qu'il faut réformer le code de la route. Voilà une belle utopie. Moi, je pense que les gens vont déserter. Vous savez, quand vous avez trop de normes et trop de règles, les gens ne disent rien. Le black s'est beaucoup développé avec la hausse de la fiscalité. Et vous aurez des gens qui circuleront sans assurance, sans permis de conduire, parce que ce sera une obligation, ça coûte cher. C'est une catastrophe. Ça coûte cher. Ils feront du covoiturage. Et je veux dire, on va développer, si vous voulez, un monde parallèle de gens qui n'ont pas les moyens, tout simplement, d'assumer le coût de la norme, mais qui décideront quand même de continuer à vivre leur vie, parce que... c'est pas compliqué, le coût de la norme, il suffit de se mettre à 80 km/h. Enfin. Non, mais quand vous perdez votre permis de conduire et que vous avez besoin de votre outil de travail pour aller... Voilà. D'où la nécessité d'un bon service public ferroviaire. Justement, merci pour la transition, Adrien Quatennens. Ah non, mais là, il est parfait. Le TGV, il va aller vite. Alors, est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances début juillet ou est-ce que la CGT va bloquer les gares? Réponse avec Anne Maquignon qui se trouve en duplex de l'intersyndicale qui s'est tenue il y a quelques instants. Bonsoir Anne. Alors, qu'est-ce qui a été décidé? Est-ce que la grève va aller au-delà du 28 juin? Est-ce qu'encore une fois, les grands départs de juillet vont être perturbés par cette grève à la SNCF? Eh bien écoutez, c'est un front syndical désuni qui est sorti de cette intersyndicale, même si tous les syndicats l'ont dit, on va rester unis jusqu'au 28 juin prochain, fin du mouvement. Au final, c'est sur le calendrier estival sur lequel ils ne sont pas d'accord. D'un côté, on a la CGT et Sudrail qui veulent poursuivre le mouvement. On a obtenu des évolutions, mais pas de garantie suffisante, a dit ce soir Laurent Brun, secrétaire général de la CGT. Alors la grève va se poursuivre. Pour l'instant, pas de date ni de calendrier annoncé, mais la CGT va réunir dès demain sa commission exécutive justement pour fixer les modalités de la grève pour les mois de juillet, août et septembre. Sudrail a été clair, il faudra choisir des dates significatives pour taper là où ça fait mal, par exemple pour les week-ends de départ en vacances. De l'autre côté du front syndical, on a l'UNSA qui l'avait déjà annoncé dès ce matin, ne va pas poursuivre la grève. On prend nos responsabilités, a dit ce soir le secrétaire général, mais pour autant l'UNSA souhaite continuer à peser dans les négociations de la convention collective. Et au milieu de tout ça, il y a la CFDT
CFDT qui ce soir ne s'est pas positionné. Ce serait prématuré, a dit le secrétaire général. Ils attendent, la CFDT attend de la part de la SNCF des propositions sur la convention collective qui est en train d'être négociée et qui entrera en vigueur en 2020. On attend un geste fort de la part de la SNCF. Si ce n'est pas le cas, la CFDT pourrait rejoindre la CGT et Sudrail dans la poursuite du mouvement pendant l'été. Ce qui est sûr, c'est donc que la grève va continuer cet été, dès le 28 juin prochain, mais avec un front syndical désuni cette fois. Merci beaucoup. Anne Maquignon sur place avec Jean-Laurent Constantini. Bon, on est reparti pour un tour. Ça y est, Julien Aubert, on va voir la grève juillet, août, septembre ou pas? On est à un moment critique parce que maintenant la loi est votée et donc on est dans un système où on ne peut plus reculer. Et si les syndicats arrivent en fait à continuer le combat, et on sait qu'il y a derrière le texte évidemment sur la modification du régime des retraites qui peut aussi encourager la lutte sociale, on aura Emmanuel Macron connaîtra son vrai baptême du feu. Parce que jusqu'ici, on était sur un été qui n'était pas vraiment débuté. La saison touristique, chez moi... c'est déjà impacté ? Moi, je suis dans un département touristique. Clairement, on fait grise mine. Je veux dire, le mois de mai a été mauvais, le mois de juin a été pas bon. Et si le mois de juillet, vous savez, on a le Festival d'Avignon qui débute dans quelques semaines. Je veux dire, là, on vous mettait à genoux. Et donc, à ce moment-là, vous allez effectivement avoir un retour auprès du gouvernement. Et est-ce que c'est pour ça que le gouvernement va infléchir son cap? Moi, je crois que sa marge de manœuvre est assez réduite. Adrien Quatennens, alors, vous, évidemment, vous soutenez cette grève, vous appelez les cheminots à continuer à se mobiliser, quitte à les amener jusqu'à l'épuisement. Encore une fois, c'est des gens qui perdent du salaire chaque mois. Moi, je déplore qu'on passe énormément de temps à discuter des conséquences de la grève. Donc, je vais d'abord commencer par cotiser, parce que c'est d'usage. Oui, la grève, c'est difficile à subir pour tous les usagers. Mais je veux aussi vous dire que la grève, c'est difficile à faire pour celles et ceux qui la font. C'est des gens qui rentrent chez eux, cheminots, pour annoncer à leur famille que peut-être il n'y aura pas de vacances d'été parce qu'ils se sont battus dans un rapport de force déséquilibré. Vous les invitez, les cheminots, à se mobiliser jusqu'à l'abrogation je vais vous dire une chose. De la loi. Moi, je considère, et je sais que ça ne fera pas unité sur ce plateau, je pense que les usagers de la SNCF ont plus à craindre des conséquences du pacte ferroviaire que des conséquences de la grève. Voilà, c'est mon avis. Mais ils se sont habitués à la grève. C'est-à-dire que pour moi, si vous voulez, ce gouvernement vient à marche forcée de traduire une directive européenne qui veut que, de toute façon, on parlait d'Europe tout à l'heure, quel que soit le secteur, on l'a vu dans l'énergie, maintenant on le voit dans le rail, c'est la concurrence et la compétition. On a passé son temps à dire c'est pour améliorer le service, mais enfin personne n'est dupe. Est-ce qu'avec l'ouverture à la concurrence, à la même heure, sur les mêmes rails, plusieurs trains vont circuler? Non. Donc est-ce que les choses vont s'améliorer pour l'usager? Non. D'ailleurs, là où ça a été fait, les exemples sont contradictoires. Prenez l'exemple du Royaume-Uni, c'est plus 30% sur le prix des billets, des ménages qui consacrent jusqu'à 14% pour se déplacer. Donc, est-ce que cette réforme va améliorer le service? La réponse est non. C'est vous qui dites que ce soit l'inverse. Mais il y a des exemples qui le montrent. Allez au Royaume-Uni, vous savez, Madame Ferry, au Royaume-Uni, il y a 2 Britanniques sur 3 qui veulent revenir en arrière. Je le dis et le redis. Pour moi, toute la communication gouvernementale a reposé sur le fait de jouer de la conflictualité entre les usagers et les cheminots. Moi, j'ai dit à la tribune de l'Assemblée, usagers, cheminots, même combat. Les usagers subiront... Les cheminots n'ont pas gagné la bataille de l'opinion publique. Ils n'ont pas réussi pas dit ça. à faire mais madame, j'ai une proposition à vous faire. Je vais terminer quand même pour vous répondre. On a passé des mois à faire du cheminot bashing. Moi, je vous le dis. Certains sondages ont montré qu'a priori, il y aurait une très courte tête de Français qui soutiennent le gouvernement dans la réforme. Je vous prie de croire que si on avait... par exemple, un référendum national, parce que l'affaire du rail public, compte tenu y compris des enjeux climatiques, n'est pas le combat des cheminots. C'est une question d'intérêt général qui intéresse tout le pays. Et moi, je suis persuadé, et l'avenir dira qui de nous avait raison, que face aux défis que nous aurons à solder, notamment la question climatique, nous avons besoin d'un monopole public du rail fort, que méthodiquement ils sont en train de déconstruire. Et pourtant, ce n'est pas ça. Moi, je vais vous dire... La preuve, c'est que les cheminots le disent bien, ils se battent pour eux-mêmes, ils se battent pour la société. Attendez. Pas dans la musique de Mélenchon. Non, mais il y a quelque chose qui est amusant. C'est qu'en fois une fois, on s'oppose, oui, les usagers, en fait, et puis les sondages, tout ça. Laissons les sondages et le référendum, s'il se fait ou pas. Moi, je vais vous dire, j'ai été extrêmement choqué par quelque chose, qui est une déclaration d'un leader de Sudrail, qui disait, eh bien, écoutez, on ne va pas, pour quelques étudiants qui passent le bac, remettre en question 100 ans de statut. Attendez. Dans le café du commerce, là, monsieur. Pas du tout, il l'a dit. Ça, c'est pas du café du commerce. Alors, je vais vous dire une chose. Pour le République. Attendez, quand vous avez 5 millions d'usagers, quand vous avez 5 millions d'usagers, non mais attendez, alors arrêtez de parler tout seul et écoutez les gens. C'est ça de la démocratie. Alors taisez-vous un peu. Alors je vais vous dire une chose. Quand il y a 6 millions d'usagers qui sont
dans la mouise parce qu'il y a un problème de statut. Je vais vous dire une chose. Quand c'était les 30 glorieuses, les 40 glorieuses... Attendez, stop, je vous arrête. Quel problème entre les usagers et le statut? Expliquez-moi, je ne vous ai pas suivi. Mais c'est pas ça. Il y a des différences statutaires, des différences en ce qui concerne la retraite, des différences en ce qui concerne la sécurité de l'emploi, des différences partout, pas seulement à la SNCF. Et bien alors ça vous choque pas, vous? Mais vous savez pas que ça vous choque pas? Mais monsieur, un dernier mot et après Julien Aubert. Le statut des cheminots, il a une justification. Oui. Vous êtes peut-être déjà maintenant converti au macronisme, au fait que vous voulez plus de statut dans ce pays, mais les statuts, s'ils existent, c'est parce qu'ils ont une justification. Vous connaissez les spécificités du métier. Non, ils les ont encore. C'est sûr que les cheminots ne cheminent plus le long des voies ferrées comme avant. Et vous savez comme moi que c'est des horaires décalés, etc. Non, mais prendre la parole pour Julien donner mon Aubert, avis. Faites la synthèse, monsieur Aubert. Non, moi j'ai voté contre la réforme de le ferroviaire. Je suis le seul député de droite à l'avoir voté contre. Tout est votre honneur. Parce que je considère que c'est une fausse réforme. Que d'abord, il n'y a pas le régime spécial de retraite et que sur la grève, ça ne changera rien. Le vrai problème, c'est la gréviculture. Vous allez voir Air France, vous avez une entreprise privée et vous avez la gréviculture. Et je pense Ils ont levé le préavis que pour la libre concurrence, effectivement, qui est dans l'ADN européen, détruit certains pans, et notamment le service public, et que nous, Français, avons le droit de nous demander si on a envie que nos barrages hydroélectriques, notre industrie nucléaire ou le rail doit être public ou privé. Et moi, je préfère effectivement que ce soit public parce que je crains que les petites dessertes régionales soient supprimées et qu'en réalité, effectivement, il y a un gain global, mais il y aura toujours des gagnants et des perdants. Ensuite, une fois ceci dit, je ne peux pas cautionner en tant que représentant de la nation le fait que des gens disent le Parlement a voté, mais nous, on s'y oppose parce qu'on a la légitimité de la rue, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des millions d'usagers qui sont pris en otage, qui veulent partir en vacances, qui n'ont rien demandé. Non, mais stop, et à un moment donné, comme disait M. Thorez, il faut savoir terminer une grève. Non, mais ils n'ont pas la légitimité de la rue. C'est oui, le problème, c'est tout le si, problème. Ils ont tenté Non, mais la démocratie ne s'arrête pas aux portes de l'Assemblée. Non, mais ça n'a pas fonctionné. Les manifestations n'ont pas pris. Moi, je suis étonné qu'Adrien Quatennens trouve du café du commerce quand on dit qu'il y a des millions d'usagers qui sont pas contents. Je suis d'accord avec ça, mais je vous l'ai dit, j'ai commencé par cotiser à votre soupe en vous disant que effectivement les usagers subissent les conséquences de la grève. Mais une fois qu'on a dit ça, j'ai dit aussi que je considérais que les conséquences de la réforme, y compris pour les usagers, sont pires que de subir ce qu'ils subissent. Mais ça, vous n'en savez rien. C'est mon avis. Ça, c'est soupe contre soupe. Non, je me positionne notamment au vu de ce qui s'est fait ailleurs. Je regarde parce que, vous savez, par exemple, le gouvernement nous dit là, il n'y a pas de privatisation de la SNCF. Souvenez-vous qu'un certain Nicolas Sarkozy, en son temps, disait pareil pour GDF. On n'allait pas privatiser. Puis c'est devenu Engie, puis on voit encore que ça va encore être privatisé. Donc moi, je dis, on prépare méthodiquement, avec beaucoup de zèle, la trajectoire qui consiste petit à petit, effectivement, à défaire le service public pour aller vers la privatisation. Et je considère que tant pour les usagers que pour la question climatique, et je fais le lien avec le sujet d'avant, on parlait des routes. Moi, je considère que quand on voit de plus en plus de camions sur les routes, si on marche sur la tête, quoi. Ça, je suis d'accord avec vous là-dessus. Tout à fait. Mais c'est vrai. Mais est-ce que la privatisation, elle est, à votre avis, inéluctable si on continue comme ça? Rien n'est inéluctable. C'est une directive européenne et moi je suis assez d'accord pour dire qu'une directive européenne, c'est comme la loi, ce qui est fait peut être défait. Ah non, la loi elle est votée par le peuple, la directive européenne elle est vous savez bien que ce que la loi peut faire, elle peut être défaite par ailleurs. Julien Aubert, est-ce que vous êtes soulagé de ne pas avoir parlé de Virginie Calmels? On a passé une émission entière sans parler des Républicains. Parlons-en. Mais franchement. Parlons de Virginie Calmels est à Laurent Wauquiez, ce que M. Ruffin est à Mélenchon. Alors tout va bien entre elle et Laurent Wauquiez. Alors donc tout va bien chez les Républicains? Je vais vous dire, je déplore souvent la manière dont on lave le linge sale en famille. Après, dans n'importe quel organisme, quand vous êtes numéro 2, vous assumez la ligne qui est donnée par le numéro 1. On ne découvre pas Laurent Wauquiez, et je trouve qu'il y a eu 15 jours. Voilà. Après, je regrette que, évidemment, les conflits soient gérés de cette manière, mais il ne faut pas être étonné si Laurent Wauquiez n'a jamais caché quelle était sa ligne. Elle ne peut pas dire, au bout de 6 mois, j'ai découvert que Laurent Wauquiez avait une ligne plus à droite que moi, avec laquelle je parle. Après la crise post-Fillon, c'est cette nouvelle crise de famille sur la scène médiatique est fatale pour la droite. Non, elle n'est pas fatale. Parce que, non, si Fillon n'a pas tué la droite, si vous voulez, on peut considérer que c'est tellement déjà, voilà. Allez, un tout petit mot d'Adrien Quatennens. Et tous les turiféraires de l'Union des droites, là, au Front National, qui vous disent qu'il faut faire l'Union des droites. L'Union des droites, c'est déjà l'UMP. La question, c'est de savoir comment vous faites cohabiter des gens qui vont d'europhiles libéraux à des gens comme moi, qui sont des gaullistes attachés à la souveraineté nationale. Soit vous vous respectez, soit vous vous tirez dessus. Et si vous vous tirez dessus, vous disparaîtrez. Un tout petit mot d'Adrien Quatennens. Non, mais d'abord, répondre à mon collègue Julien Aubert que si Virginie Calmels est à Laurent Wauquiez ce que François Ruffin est à Jean-Luc Mélenchon, c'est que tout va bien entre eux, clairement. Mais par ailleurs, dire quand même que on ne peut pas considérer aujourd'hui la droite comme un tout. On le voit bien. Il y a une droite qui a gagné, qui est
la droite libérale qui a gagné sur la droite nationale, il y a une droite atlantiste qui a gagné sur une droite gaulliste, et par ailleurs il y a quelqu'un qui ne dit pas qu'il est le chef de la droite, mais qu'il est devenu subtilement sans le dire, et il est à l'Élysée, voilà tout, et ça explique aussi les difficultés. André Bercoff. Ça explique aussi les difficultés. La conclusion, en un mot, en un mot. Je dirais en un mot à Julien Aubert, l'information c'est que Bordeaux vaut bien une messe. Bordeaux vaut bien une messe, je ne suis pas sûre, mais bon, c'est ça l'objectif de Essayons de Véronique changer le Almès. PAF en 2022, si vous permettez. Allez, dans un instant, ça sera le grand journal avec Julien Desvages. Il va revenir sur la victoire du Sénégal contre la Pologne. Bonne soirée sur CNews.